Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio dans La Planète Demain, l'émission qui met à l'honneur les acteurs de l'écologie positive. Dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Éric Le Tallec, fondateur et dirigeant du cabinet de conseil en développement international CB2I Consulting, et qui vient de publier un livre sur la question intergénérationnelle. Mais tout de suite, nous recevons Alexandre Menu, directeur général de Netatmo, leader des objets connectés pour la maison. Bonjour Alexandre. Bonjour Christophe. Alors depuis 2012, Netatmo conçoit de nombreuses solutions pour améliorer le bien-être chez soi et faciliter le quotidien de chacun, et en développant des produits utiles pour la maison et des accessoires dans le domaine de la maison intelligente. Vous êtes donc concepteur d'objets connectés, innovants et inspirants pour la maison. Bref, vos produits permettent, si je comprends bien, de vivre dans une maison plus sûre, plus écologique et plus confortable, n'est-ce pas ? Voilà, exactement, vous avez tout résumé. Vos solutions connectées permettent-elles réellement de faire des économies d'énergie ? Oui, alors on a en effet des gammes de produits assez symptomatiques qui permettent de réaliser des économies toutes simples. Je pense au thermostat intelligent, je pense aux vannes thermostatiques. Et ça, tout un chacun chez soi peut les utiliser et effectuer des économies qui peuvent aller en moyenne à 15% de sa facture. Donc ça peut faire du bien à la fin du mois. Alors vous parlez du thermostat connecté. C'est réellement une technologie intelligente ? Oui, exactement. Disons que ça permet d'avoir à la fois des programmations, de pouvoir déterminer les heures de la journée où on va utiliser son chauffage, mais ça permet aussi de s'adapter à son comportement. Donc c'est-à-dire si par exemple il y a des jours où je suis en télétravail de la semaine ou des choses comme ça, le thermostat va pouvoir s'adapter. Et ce thermostat justement est-il compatible avec nos radiateurs à eau chaude ? Oui, alors en effet, là on a des vannes qui peuvent s'adapter sur le radiateur. Donc c'est une typologie, puis il y a d'autres solutions pour les radiateurs électriques. Ça veut dire que dans tous les foyers, on peut utiliser un thermostat connecté comme le vôtre, avec une technologie intelligente et facile à employer. Exactement, c'est-à-dire que le thermostat va être plus pour la partie globale du logement, et puis après vous pourrez individualiser par chambre avec les vannes. Alors le gouvernement français a lancé il y a quelque temps un dispositif qui est coup de pouce pour le pilotage connecté du chauffage pièce par pièce. Vos solutions s'intègrent-elles dans le cadre de ce plan gouvernemental ? Oui, alors c'est bien que vous le rappeliez, parce qu'en effet, jusqu'à la fin de l'année, il y a ce dispositif qui reste effectif et qui permet d'avoir des aides avec une seule condition, c'est que le produit ou l'équipement soit installé par un professionnel. Mais ensuite, il faut savoir qu'en 2027, il y a un plan thermostat qui va rendre obligatoire la mise en place de thermostat. Donc autant profiter dès à présent de cette possibilité d'aide. Ça veut dire que l'objectif de ce plan, c'est de pousser les consommateurs à optimiser leur consommation, en termes de chauffage bien sûr, en installant des systèmes beaucoup plus performants et moins polluants, c'est ça ? Alors, c'est exactement l'idée qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'en faisant des économies d'énergie, on a une empreinte carbone finalement qui est beaucoup moindre, et en plus, parce que ça peut être un frein à l'utilisation de ce type d'équipement, on rend la maison tout à fait confortable. Donc il n'y a pas de frein réel à utiliser une solution qui est bonne pour l'environnement. Et le gouvernement donc qui a lancé ce plan particulier, donc le coup de pouce pour le pilotage, coup de pouce ça veut dire aussi finance, à combien s'élève cette prime gouvernementale ? Alors la prime peut aller de 400 à un peu plus de 600 euros par foyer. Donc en fonction justement de l'équipement que vous utilisez. Mais voilà, je pense que derrière, il y a toutes ces économies d'énergie qui sont réelles, qui rendent un impact, on va dire, global, qui est bénéfique. Alors, une question subsidiaire, on va dire, qui revient certainement régulièrement lorsqu'on parle d'objets connectés, c'est celle du respect de la vie privée et des données personnelles. Comment garantissez-vous cela ? Oui, alors dans notre cas, on va dire Netatmo, c'est vrai que depuis la création de la société, c'est inscrit dans notre ADN de réaliser, on va dire, au niveau du design, un respect de la vie privée et des données. Maintenant, il y a toutes sortes de réglementations depuis, je pense à RGPD notamment, qui ont pu mettre ça un peu plus en exergue. Mais il faut savoir que à la base, par exemple, lorsque nous on réalise nos caméras connectées, il y a un stockage qui est
réalisé aussi au niveau du produit en tant que tel, qui peut contribuer à cette sécurité. Mais le plus important, c'est bien le design ou la conception à l'origine qui va respecter toutes ces données. Et pour ça, on a toute une équipe d'ingénieurs basés en France, pas loin d'ici, à Boulogne, un peu plus de 250 personnes. Et donc là, c'est l'aspect cocorico, mais qui travaille dès la conception des produits à ce que les données soient respectées. Alors justement, sur la conception, est-ce qu'on peut parler de conception durable et qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Oui, alors justement, quand on pense conception durable, c'est évidemment éviter l'obsolescence programmée des produits, par exemple. C'est aussi penser à du recyclage. C'est penser aussi et surtout à ce que le produit puisse avoir une durée de vie la plus longue possible. Bon, dans notre cas, là aussi, on réalise des produits qui ont cette durée de vie la plus longue possible et on fournit des actualisations des applications de manière gratuite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais supplémentaires engendrés. Netatmo entre dans le cercle vertueux des entreprises engagées dans l'économie circulaire, j'imagine. Si oui, pour quelles raisons ? C'est-à-dire que ça fait partie intrinsèque aussi de notre ADN, à savoir à l'origine pouvoir proposer des solutions qui soient bénéfiques pour l'environnement, qui puissent être utilisés par un maximum de personnes. Et puis donc on réalise des partenariats avec certains de nos distributeurs pour pouvoir justement réutiliser certains produits. Donc quand, par exemple, un exemple très concret, on a un produit qui nous revient et il n'y a pas eu de vrai problème, mais il faut juste le repackager, ce serait du gâchis de ne pas le rendre disponible pour d'autres personnes. Donc c'est aussi un peu de bon sens. Alors justement, vous produisez et commercialisez des produits électroniques et vous avez donc à ce titre une certaine empreinte environnementale pour chacun de ces produits fabriqués. Qu'en est-il pour Netatmo d'une manière générale ? Alors, c'est vrai que depuis, comme toute entreprise qui se respecte avec, on va dire, ses responsabilités, on souhaite développer réduire notre empreinte carbone, mais aussi développer ce qu'on appelle les tonnes CO2 évitées. Et c'est là où on voit que notre impact, alors qu'on peut réduire encore davantage par le packaging, par du transport, par toutes sortes d'opérations, et on s'y attelle. A fortiori, on va dire avec une structure qui nous aide derrière, puisque désormais on appartient au groupe Legrand, et ça nous donne d'autres moyens à ce niveau-là. Mais on va dire l'impact réel le plus conséquent, c'est bien ces tonnes évitées par l'utilisation de nos produits. Là, je pense encore à ces thermostats intelligents. En gros, sur 3 ans, on peut parler d'1 demi-million de tonnes de CO2 évitées. Donc, on voit que c'est pas négligeable. Ça représente grosso modo la consommation annuelle ou l'empreinte annuelle d'une ville moyenne. Alors tout à l'heure, vous parliez d'obsolescence programmée en ce qui concerne vos produits. Quelles sont vos politiques industrielles et commerciales à ce sujet ? Alors je rappelle juste que l'obsolescence programmée, pour nos auditrices et auditeurs, c'est la réduction volontaire de la durée de vie d'un produit afin d'en accélérer le renouvellement. Donc qu'est-ce qu'il en est de vos politiques industrielles et commerciales à ce sujet ? Là aussi, c'est du bon sens, c'est-à-dire on réalise des produits avec une volonté qui dure le plus longtemps possible, donc avec des composants de qualité, avec un design qui soit le plus adapté. Donc il n'y a pas, c'est l'inexistence, on va dire, de volonté que ça ait une durée de vie définie a priori. Non, au contraire, on souhaite qu'il dure le plus longtemps possible. Donc vous rentrez bien dans la boucle de l'économie circulaire. Est-ce que justement les produits Netatmo sont conçus pour être aisément démontés et donc réparés ? Alors, là, on peut revenir en effet. C'est vrai qu'à l'origine, le public de Netatmo était un public assez technophile, qui justement avait toute latitude, possibilité pour pouvoir adapter certains produits. Alors, on va pas non plus adapter une carte électronique, ça demande quand même des équipements spécifiques. Mais s'il y a certaines adaptations qui peuvent être réalisées par ces personnes, oui. Maintenant, c'est vrai que depuis, le public de notre marque c'est davantage démocratisé et on a des gens qui sont pas obligatoirement bricoleurs ou autres qui l'utilisent. Donc dans ce cas-là, bon, ça revient à chacun. Mais voilà. Vous travaillez sur un public B2B, mais aussi un public B2C, j'imagine, puisque chacun peut acheter un thermostat connecté, par exemple, de façon unitaire. Oui, alors en effet, à l'origine, donc Netatmo, ça s'adressait directement aux consommateurs. Donc, comme vous dites, B2C.
La société a été rachetée il y a 5 ans donc, par Legrand, qui est un équipementier électrique bien connu, qui travaille avec des chaînes davantage de B2B. Donc grâce à ça, désormais, les 2 axes existent et sont déployés. Sur les questions de durabilité, est-ce que vous défendez votre modèle de consommation comme étant un modèle responsable ? Là encore, on va dire c'est du bon sens. À partir du moment où on souhaite, on va dire développer, ça demande d'autres sources de revenus, des rénovations, des innovations produits, des nouvelles solutions, des améliorations. Mais évidemment que ça part aussi d'un sens de responsabilité et de satisfaction in fine de notre clientèle. Alors vos objectifs à 2030 ? Alors, faisant partie d'un groupe coté, je ne peux pas vous communiquer de chiffres, mais évidemment, on a des axes de déploiement qui sont forts. Aujourd'hui, on a plus de 2 millions de foyers qui ont été équipés avec nos produits, donc on souhaite naturellement aller beaucoup plus loin. Merci Alexandre Menu, directeur général Netatmo. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Thibaut, notre French Trotter, pour un nouveau reportage en immersion. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Nous voici de retour dans la planète demain sur Sud Radio en compagnie de Thibaut, notre French Trotter habituel. Bonjour Thibaut. Bonjour Christophe. Vous allez nous parler d'une start-up qui développe l'habitat bas carbone et minimaliste. Qu'est-ce qu'il en est ? Bah oui Christophe, cette entreprise s'appelle Oumi. Elle est spécialisée dans les logements modulaires. Elle propose des solutions éco-responsables parfaitement optimisées pour les petits espaces. Alors concrètement, les modules Oumi, ils ressemblent à des cubes aux lignes épurées, avec de larges baies vitrées, avec une esthétique qui rappelle un petit peu les tiny houses. Et surtout, elles intègrent des technologies high-tech qui leur permettent de fonctionner de manière totalement autorégulée. Mais je vous propose d'écouter Lars Herbillon, cofondateur de l'entreprise, qui nous explique le concept. Je l'ai rencontré lors du dernier salon SIPCA, dédié à l'immobilier bas carbone. Alors, Oumi est une entreprise qui développe un concept de petites habitations réversibles, des petites surfaces de 15 à 50 mètres carrés qui ont vocation à être totalement autonomes en eau et en énergie. Elles sont couvertes de cellules photovoltaïques, ce qui permet de rendre l'habitat totalement indépendant vis-à-vis de ses besoins électriques en produisant sur une durée d'environ 25 ans toute l'énergie nécessaire à la consommation du foyer. La solution Oumi est conçue entièrement pour être bas carbone, conçue en ossature bois, en matériaux écologiques et biosourcés. On est réellement spécialisé sur l'optimisation des petits espaces dans l'idée où plus un espace est petit, moins il aura un impact sur son environnement, donc zéro artificialisation des sols, zéro béton, pour optimiser chaque mètre carré à l'intérieur du logement. À qui s'adresse cet habitat modulaire ? Alors, la solution Oumi est particulièrement adaptée partout où il n'est pas forcément possible de construire des bâtiments traditionnels. On peut venir installer des petites habitations sur des friches, des dents creuses, des espaces qui ont vocation à être occupés par des projets immobiliers à plus long terme, à moyen terme, où nous on vient occuper ce foncier vacant temporaire et on vient le valoriser en attendant. On s'adresse aujourd'hui à des institutionnels, des bailleurs sociaux, mais également aux particuliers qui ont besoin d'un espace supplémentaire dans leur jardin pour accueillir famille ou amis, qui veulent habiter de façon plus minimaliste, plus responsable et plus sobre et donc avoir un impact sur l'environnement plus faible, ou alors qui ont besoin d'un espace pour loger par exemple un étudiant en quête d'autonomie ou leurs parents dans leur jardin qui ont besoin d'indépendance et en même temps de proximité et qui sont donc en recherche d'une solution un petit peu clé en main. L'installation du module prend environ une journée, donc c'est très rapide, tout est construit en atelier, en usine chez nous en Alsace et ensuite l'installation se fait environ une journée sur le site directement, donc le module est gruté sur le terrain, sur ce qu'on appelle des pieux de fondation vissés. Donc on n'a pas du tout d'impact et on peut donc utiliser ce module qui est clé en main très rapidement. Je crois que votre objectif c'est une empreinte carbone négative. Alors comment vous pensez y arriver ? Alors tout à fait, donc forcément à la construction il y a un poids carbone qui vient accompagner la fabrication de ce module, le transport des matériaux, les matériaux en eux-mêmes. Alors certains matériaux disposent d'un bilan carbone négatif comme le bois ou la laine de bois par exemple, et puis d'autres ont un bilan carbone un peu plus conséquent comme des menuiseries aluminium qu'on a sélectionnées justement pour leur durabilité, donc c'est un choix à faire. Et donc l'objectif c'est que avec cette production d'énergie installée, donc qui vient en quelque sorte réduire encore une fois le bilan carbone à l'usage cette fois-ci et non pas le bilan carbone initial, on puisse venir proposer
une habitation qui, dans le temps, réduise son bilan carbone jusqu'à l'annuler et inverser la tendance et donc devienne carbone négatif. C'est une entreprise qui a environ 4 ans et demi. Quels sont vos objectifs aujourd'hui ? Alors notre objectif c'est de faire connaître la solution au plus grand nombre et puis bien entendu de trouver des nouveaux clients. Nous ce qu'on souhaite faire c'est partout sur le territoire national en France déployer des expérimentations pour montrer que la solution est viable, qu'elle fonctionne techniquement, qu'elle peut fonctionner dans différents cas d'usage pour des habitations étudiantes, des habitations seniors et puis également des petites habitations par exemple pour le tourisme. Et notre objectif c'est d'avoir une dizaine d'expérimentations validées à l'horizon 2026 aujourd'hui sur le territoire national. Donc déployer environ une cinquantaine de petites habitations, de petits modules. Merci beaucoup Thibaut pour ce nouveau reportage. Nous sommes de retour dans le studio de Sud Radio où nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Éric Le Tallec, président fondateur de CB2I Consulting. Bonjour Éric. Bonjour Christophe. Vous venez aujourd'hui nous parler d'un livre intitulé « La question intergénérationnelle, enjeux et défis ». Merci. Ce livre a été coécrit avec Olivier Meyer sur les enjeux et défis donc de la question intergénérationnelle et l'importance de l'intelligence collective pour mener à bien des projets d'innovation écotechnologique. Mais avant cela, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur CB2I Consulting ? Oui, alors Christophe, CB2I Consulting est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises de taille intermédiaire dans leur développement à l'international. Nous aidons les entreprises à promouvoir, prescrire leurs innovations, produits, services au sein des écosystèmes industriels visés. Tout cela en considérant que l'innovation, et c'est ce qui anime vraiment le cabinet de conseil, en considérant que l'innovation reste le principal levier pour amorcer des projets de développement à l'international. Surtout sur des marchés où vous n'êtes pas attendu, sur des marchés où vous avez des concurrents locaux qui ne sont pas prêts de laisser leur part du gâteau. Donc c'est par l'innovation et par l'innovation que vous ouvrirez des portes et que vous ferez la différence. Donc c'est pourquoi nous nous adressons à des entreprises qui, forts de leur culture de l'innovation et d'une belle dynamique de développement en France, cherchent aujourd'hui ou chercheront demain des points de croissance à l'export. Alors votre cabinet de conseil attache-t-il une attention toute particulière au secteur porté par des innovations écotechnologiques ? Ça concerne surtout des entreprises qui participent à cette transformation positive, qui cherchent à animer des mutations écotechnologiques. Lorsque j'ai créé CB2I Consulting au moment du Covid, le projet était non seulement d'aider des entreprises à se développer à l'international, en partageant d'ailleurs mon expérience d'une vingtaine d'années à l'international, mais c'était surtout de les aider à prescrire des innovations qui ont du sens pour une croissance qu'on qualifie de croissance qualitative. J'ai évolué pendant des années dans le secteur aéro et dans le secteur automobile, mais aussi dans le secteur énergétique à l'international, et j'ai pu observer toute une série d'innovations avec des matériaux hautement performants pour amorcer des projets de décarbonation. Ça va d'une génération de réservoirs haute pression pour stocker l'hydrogène à plus de 700 bars, mobilité lourde ou mobilité légère, ou encore des aubes de soufflantes, de moteurs d'avion pour réduire, les émissions de dioxyde de carbone de 15 à 20%. Donc, toutes ces innovations m'ont passionné et m'ont donné envie de prescrire des innovations à l'international. Alors justement, comment procédez-vous pour aider les PME ou les ETI ou start-up à gagner des points de croissance à l'export ? Alors, nous aidons les entreprises bien sûr par du conseil, mais aussi par du support opérationnel. C'est surtout ce qui est attendu d'ailleurs par les ETI et les PME, c'est l'accompagnement opérationnel. Donc c'est vraiment d'agir en mode, j'ai envie de dire, copilote. Donc c'est de les aider à comprendre le marché ou l'écosystème industriel visé, et d'étudier l'adéquation produit-marché, d'avoir une bonne vue hélicoptère de l'écosystème. C'est aussi les aider à gagner en visibilité sur ce marché. C'est d'être connu avant d'être reconnu. Il faut penser aussi notoriété, parce que comme je l'ai dit auparavant, personne ne vous attend. C'est de construire un réseau. Donc le réseau, le networking, aujourd'hui, c'est fondamental en France comme à l'étranger, parce que les écosystèmes, vous avez plus de monde, vous avez plus de stakeholders, comme on dit, publics ou privés. C'est d'identifier les clients références, les 2-3 clients qui vont vous permettre de grandir sur ce marché, pas de chasser à tout va, et en parallèle, identifier les partenaires également qui vont vous aider à grandir sur ce marché. Enfin, c'est d'aider les entreprises à tester leurs offres et leurs produits en mode agile.
Alors aujourd'hui, dans votre actualité, j'en parlais tout à l'heure, vous avez écrit un livre sur la question intergénérationnelle, ses enjeux et ses défis. Mais pourquoi aborder cette question dans le cadre de gestion de projet à l'international ? Oui, alors ce livre est coécrit avec Olivier Meyer, directeur d'un observatoire sur l'innovation publique. On a écrit ce livre parce qu'on a eu l'occasion au cours de formation et de mission de noter qu'il y avait un vrai problème de compréhension de la jeune génération auprès des cadres dirigeants, des managers, et que ces problèmes de compréhension débouchaient inéluctablement sur des sources de tensions et de conflits, sans parler des problèmes de fidélisation. Donc on a aussi noté que l'enjeu principal, c'est pas simplement de mieux travailler ensemble, mais c'est aussi de gagner ensemble. C'est-à-dire de voir le lien intergénérationnel comme une source de performance. Donc gagner des marchés à l'export, conduire le changement, porter des projets d'innovation. Si je prends en considération la partie export, qui est celle que j'anime aujourd'hui, une équipe intergénérationnelle, vous avez 3-4 personnes habituées à travailler ensemble, où chaque responsabilité est clairement définie, sera toujours mieux perçue par des clients étrangers. Ça dégage en fait un vrai professionnalisme et ça vous permet du coup de continuer l'aventure. Donc tout ça, bien sûr, doit être préparé, bien orchestré en présentiel comme en distanciel. Et le message est le suivant, c'est que vous êtes reconnu autant par votre intelligence collective que par vos produits ou services. Donc le ticket gagnant, c'est intelligence collective et innovation. Ça veut dire que le lien intergénérationnel est un tremplin vers une intelligence collective. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est ce que je dis et c'est surtout ce que j'ai pu noter pendant une quinzaine d'années en travaillant notamment avec des Japonais où au Japon, tout salarié, peu importe la génération, peu importe l'âge, travaille sur soi, mais travaille aussi sur son rayonnement extérieur. C'est ce qu'ils appellent la victoire publique qui vient après la victoire intérieure. Donc en fait, il s'agit de travailler ensemble, travailler sur des synergies où on valorise les expériences de chacun, c'est penser efforts partagés, et c'est voir un peu son activité de tous les jours comme une coopération et pas systématiquement comme une compétition. Alors ce lien intergénérationnel est-il fondamental pour porter les changements de demain et réfléchir à une écologie positive ? Absolument, je crois que le lien intergénérationnel est essentiel. On a trop tendance aujourd'hui à opposer les générations sur les questions liées au changement climatique, alors qu'en fait il suffit de se poser, de réfléchir ensemble et d'agir ensemble. Moi je crois beaucoup en entreprise à une thématique qui s'appelle la prospective stratégique. C'est de se projeter dans le futur, de penser aux innovations de demain, mais c'est pas à 2 ans, c'est à 5 ans, 10 ans, voire 15 ans. Tout ça pour éclairer finalement les décisions présentes, éclairer nos expertises, pour éclairer aussi nos décisions d'investissement et de financement. Donc un livre à se procurer très vite. Merci Éric Le Tallec, président fondateur de CB2I Consulting et co-auteur de la question intergénérationnelle, enjeux et défis aux éditions Management et Société. Nous nous retrouvons dimanche prochain sur Sud Radio dans La Planète Demain à la même heure et avec de nouveaux invités. Merci, à très vite. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.